Le quart d'heure savoyard, c'est sur Radio Grand Lac, en partenariat avec le département de la Savoie. Bienvenue, bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle édition du quart d'heure savoyard, cette émission que nous avons l'honneur de produire en partenariat avec le département de la Savoie, le département de la Savoie collectivité locale de proximité par excellence et Radio Grand Lac, la radio locale de proximité par excellence. Il était normal que nous travaillions ensemble et donc c'est ce rendez-vous que nous avons le premier vendredi du mois à 11h, où on reçoit les élus, on reçoit les techniciens pour mettre en avant les actions du département de la Savoie en faveur de tous les Savoyards, de tous les territoires de notre beau département. Alors, on fait donc un petit peu le tour de toutes les compétences du département, de ses compétences obligatoires et de ses compétences choisies, je dirais, puisqu'on a un département de la Savoie qui depuis des décennies est volontariste, a une politique en faveur des territoires, en faveur des communes. La dernière fois, nous avions Marie-Claire Barbier ici pour nous parler d'environnement, pour nous parler de plein de sujets très intéressants. Et nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir son binôme du département, le conseiller départemental du canton du Bugey savoyard, François Moiroux. Bonjour François Moiroux. Bonjour Jean-Pierre. Vous allez bien ? Ça va, je vous remercie. Merci de votre accueil. Alors, merci à vous d'être venu en direct dans nos studios à Aix-les-Bains. On est très content d'avoir un jeune élu. Puisque souvent on dit oui, les élus, on est élus, on fait carrière, il y a trop longtemps qu'ils sont là. Et vous avez 39 ans. François Moiroux, vous êtes élu depuis 1 an et demi, depuis quelques semaines au département de la Savoie. Quelques mois. Quelques mois aussi, voilà, mais c'est quelques mois, il y a forcément quelques semaines. Et donc vous êtes natif de Yenne, donc vous êtes le maire de Yenne depuis 2020, je crois. Après avoir été élu conseiller municipal depuis 2008, vous avez fait des études de marketing, de tourisme et d'histoire et de patrimoine rural. Vous êtes engagé pour la chose publique depuis déjà de nombreuses années, que ce soit au sein des différents cabinets ou dans vos fonctions électives. Puis alors, avant qu'on parle des compétences du département, je voudrais qu'on parle de vos voyages, puisque vous avez beaucoup voyagé. Vous connaissez par cœur la Nouvelle-Zélande. Vous avez fait des voyages en Océanie, au Cameroun, en Uruguay. Pourquoi tous ces voyages, François Moiroux ? Vous qui êtes de Yenne, quand on est de Yenne, on a quand même tout, on est les plus heureux du monde. Alors je vous apprendrai pas, Jean-Pierre, que le Savoyard est voyageur à travers l'histoire et à travers le temps. Il y a beaucoup d'expatriations nécessaires. Notamment en Argentine, voilà, ailleurs. Dans le passé. Alors pourquoi en réalité, c'est tout simplement qu'à une époque, quand j'avais tout petit peu plus de 20 ans, j'ai eu le souhait, la volonté, l'envie. Ouais, c'est pas si vieux que ça. Ça commence à faire quelques années. De partir en Nouvelle-Zélande, où je suis parti une petite année, effectivement. C'était la première fois que je prenais l'avion, pour tout dire. J'avais 21 ans. C'était la première fois que j'allais un petit peu plus loin que l'Angleterre ou que la Grande-Bretagne. On franchissait le Rhône. Hein. Voilà, on franchissait un peu plus que le Rhône. Et donc, effectivement, quitte à sortir de son confort, de ses habitudes et avoir autre chose, autant partir loin. Et donc, c'était effectivement ce pays qui m'a particulièrement attiré. Donc, j'en suis parti pendant une petite année quand j'avais 21 ans. Et puis, à la suite de ça, en fait, une fois que vous avez fait cette expérience-là, c'est la volonté de continuer à s'ouvrir. Alors moi, c'est sûr que mon dada, si je puis dire, c'est effectivement le Pacifique, c'est l'Océanie. Mais j'ai eu l'occasion aussi de partir effectivement en Afrique, au Cameroun, en Uruguay, mais voilà, l'Océanie, ça reste effectivement. J'ai fait pas mal de voyages. Je suis allé dans les îles Tonga. Je suis allé à une île qui s'appelle Norfolk. J'étais allé aux îles Cook aussi. D'accord. Ouais. Donc voilà. Très loin. Ce qui est pas mal. Ça fait beaucoup d'heures de vol. Il ne faut pas avoir peur d'avion. Par contre, ce que je retiens effectivement de tous ces voyages, c'est que déjà on est content de partir, mais on est content de rentrer. Ça, c'est toujours un bon point. Mais aussi, ça permet de voir d'autres cultures, d'autres sociétés. D'autres manières de fonctionner, de vivre, de travailler. Et on rentre toujours avec une grande richesse intérieure supplémentaire. Et ce qui nous permet aussi, quand on va dans certains pays qui sont, on va dire, au niveau de vie qui est bien inférieur au nôtre, ça nous permet aussi de relativiser, de se dire que malgré toutes les difficultés, les bobos, les tracas du quotidien qu'on peut avoir, on est quand même pas si mal chez nous. Est-ce que dans votre fonction d'élu, vous pensez
parfois ce que vous avez vu, par exemple en Nouvelle-Zélande ou aux îles Tonga ou je ne sais pas, et vous le mettez en pratique et ça vous aide encore maintenant, ou en Uruguay? Oui, alors on fait forcément des comparaisons. Alors on s'étalonne pas forcément sur ce qui se passe ailleurs, mais on compare, on dit ailleurs ça se passe différemment. Chez nous, on peut éventuellement adapter. Voilà, le copier-coller, c'est toujours un petit peu difficile. Il y a vraiment très peu de cas de figure où on arrive à faire du copier-coller, parce que quand les cultures sont vraiment différentes, c'est un petit peu plus délicat à mettre en place. Mais ça permet effectivement soit de s'inspirer, soit de s'améliorer, soit de dire on va faire complètement différemment. Voilà, mais effectivement sur bien des politiques, je dirais, touristiques, bien sûr, mais aussi en termes de développement territorial. Effectivement, il y a toujours du bon à prendre partout. Ouais, absolument. Alors, en plus de ces voyages, vous êtes historien. Quelle est votre période de prédilection? Alors moi, c'est l'histoire moderne et contemporaine plutôt, et notamment l'histoire rurale. Voilà, donc j'ai eu l'occasion de travailler au début de ma carrière il y a quelques années en Tarentaise, notamment dans une commune tarine qui s'appelait Saint-Jean-de-Belleville. Je dis qu'il s'appelait parce qu'aujourd'hui ça s'appelle les Belleville. Les Belleville, c'est une commune nouvelle avec Saint-Martin-de-Belleville. Notamment et Villars-Lurins. Et voilà, donc j'ai travaillé sur des questions d'histoire et de patrimoine, de sauvegarde du patrimoine sur la commune là-bas à l'époque. Et puis ensuite, j'ai commencé à travailler au département de la Savoie il y a quelques longues années maintenant. Alors pas forcément sur des missions liées directement à l'histoire et au patrimoine, mais malgré tout, j'ai eu l'occasion de me servir de cette base-là. Voilà, même si ça ne m'a pas toujours servi directement, je m'en suis largement inspiré. D'accord, donc vous êtes conseiller municipal depuis 2008 à Yenne, maire de Yenne et vice-président de la communauté de communes de Yenne, délégué au tourisme depuis 2020. Maire de Yenne, est-ce que vous pouvez nous dire en 2 mots, nous présenter cette belle ville de l'avant-pays, Yenne? Alors, je vais pas forcément être très, très objectif, vous l'imaginez, mais quand on me pose la question, quand on m'a toujours posé la question, y compris depuis que je suis petit, quand on me dit Yenne, comment tu présenterais Yenne? Moi, j'ai toujours eu l'habitude de répondre du tac au tac. Yenne, c'est la plus belle ville du monde. Voilà. Donc, j'y suis viscéralement attaché. Donc, en ayant un regard un petit peu plus haut depuis quelques mois et depuis 2 ans en particulier. Alors, c'est une commune que je qualifierais de bourg-centre, de commune centralisatrice au milieu d'un territoire rural. Voilà. Donc, on peut appeler le pays yennois, qui a autour de nous avec plein de petites communes, une quinzaine de communes qui sont entre 150 et 800 habitants. Et pas de communes nouvelles là-bas? Non, pas de communes nouvelles. Alors, il y a des territoires comme à Entrelacs, Jean-Pierre, où les choses ont pu se faire avec Saint-Genis, plus ou moins de facilité. Saint-Genis, les villages, effectivement, le regroupement de trois communes. Alors, ce qu'on voit souvent dans les fusions, dans les regroupements de communes, c'est que à la base, il y a déjà un travail en commun, souvent qui peut être fait avec les écoles notamment, ou par des questions associatives aussi. Nous, c'était pas le cas. La question s'est pas vraiment posée. En tout cas, on sentait qu'il n'y avait pas forcément... même si on a une communauté de communes très très ancienne, dès la fin des années 70, qui était un district à l'époque, avec déjà un travail en commun avec les 13 communes de la communauté de communes qui ont travaillé ensemble dès la fin des années 70, début des années 80. Voilà, chacun avait le souhait, et c'est tout à fait respectable, de garder son indépendance. Voilà, c'est un choix politique. C'est un choix tout à fait. Alors Yenne, juste un petit mot sur Yenne, puisque le plus illustre des Yennois, Charles Dulin, va être mis à l'honneur encore une fois demain soir à Aix-les-Bains, puisqu'il y a la remise du prix Charles Dulin, qui est la plus grande distinction, la plus prestigieuse distinction du théâtre amateur en France. Et avant-hier, j'ai eu le plaisir de recevoir Guy Rosset, président de l'association Charles Dulin en Savoie, pour présenter ce prix Charles Dulin, la biennale Charles Dulin, qui a commencé à Yenne et qui se poursuit ce soir, demain après-midi et demain soir à Aix-les-Bains, au centre des congrès, avec la représentation de 3 troupes de théâtre. Et demain soir, nous connaîtrons le vainqueur du prix Charles Dulin. Donc voilà ce petit clin d'œil à la commune de Yenne. Alors bon, pour faire simple, avant de passer au département, depuis que vous êtes maire de Yenne, vous avez axé vos actions avec votre
équipe sur l'aménagement du bourg, sur les infrastructures associatives et sportives, les événements et les animations, le fleurissement, le cadre de vie et la vie associative. C'est ça en gros, hein. C'est un peu votre cheval de bataille, le lien social entre tous pour faire une bonne ambiance dans votre ville. Le bien vivre ensemble. Alors ça, on peut considérer que ça regroupe un petit peu les items que vous venez d'égrener. C'est sûr que c'est des grandes politiques. Alors il y a beaucoup d'autres sujets que l'on traite au quotidien évidemment, mais je dirais que ce que vous venez d'égrener, c'est vraiment les grandes politiques que nous portons. Et vous parliez d'aménagement du bourg. Oui. C'est drôle parce que cet après-midi même, nous avons la signature d'un contrat d'un marché avec un cabinet pour un schéma directeur d'aménagement du bourg de la commune qui va nous porter sur la prochaine décennie, donc sur les 10 prochaines années. Donc vous voyez, on est en plein dedans. Une maîtrise d'œuvre, quoi. Voilà, alors c'est un avant-projet, c'est pas encore la maîtrise d'œuvre, il y aura des maîtrises d'œuvre derrière, mais ça c'est vraiment la base de ce travail. Et puis depuis 2021, voilà, vous êtes conseiller départemental, donc en binôme avec Marie-Claire Barbier, qui elle est vice-présidente du département, donc de ce canton Bugey-Savoyard. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce canton? Je crois qu'il y a 30 communes, il y a 4 intercos, c'est vaste, ça démarre à Meaux et ça se termine à Vressieux. D'accord. Alors, présentez-nous votre canton. Alors c'est un canton effectivement quand il y a eu le redécoupage en 2015 qui vient lécher le lac du Bourget. Hein, donc on est entre deux lacs, hein, puisqu'on a aussi Novalaise qui borde le lac d'Aiguebelette. Donc la Chautagne, le Pays Hainaut, le secteur de Saint-Genis-sur-Guiers et puis Novalaise et ce secteur-là du lac d'Aiguebelette. Ça fait quelle distance entre le point le plus au nord et le plus au sud? Est-ce qu'on le sait? Peut-être pas. Alors, ce qu'on sait, c'est qu'il faut 50 minutes en voiture. Voilà, il faut 50 minutes en voiture. Pour aller d'un point à un autre. Voilà. Mais on n'est encore pas les plus mal lotis, puisque si vous allez en Maurienne, c'est encore plus long. 4 intercos. Voilà. Alors quelles sont les 4 intercommunalités? Alors on a Grand Lac pour le secteur de la Chautagne, donc avec des problématiques tournées vers Aix-les-Bains, bien sûr. Et puis nous avons 3 petites intercommunalités dans le secteur plutôt avant Pays Savoyard, avec la communauté de communes de Yenne, la communauté de communes Valguier, donc avec 2 pôles importants qui sont Saint-Genis-sur-Guiers, Saint-Genis-les-Villages aujourd'hui, oui. Et Pont-de-Beauvoisin. Et puis la communauté de communes du lac d'Aiguebelette avec Novalaise comme bourg centralisateur. D'accord. Donc un canton important, un canton rural, on peut quand même dire, avec quelques bourgs-centres, quelques villes un petit peu plus importantes, mais c'est quand même rural comme canton. Voilà, on a des problématiques, toutes et tous sur ce canton, on a des problématiques similaires, puisque la composition de nos territoires font qu'effectivement on a un bourg-centre avec les commerces, les services, la vie associative, entre autres, les services publics notamment, même si on a un petit peu de moins en moins de temps en temps, et puis de l'emploi aussi, bien sûr, même si on a tous aussi, il y a un tropisme extérieur pour l'emploi, et puis des villages agricoles, ruraux, qui sont magnifiques, qui nous permettent d'avoir des habitants dans ces espaces moins denses, moins peuplés, où on a une vie particulièrement agréable. Et une vie sociale qui s'organise autour. Alors si c'est pas forcément autour de l'emploi, du travail, de l'entreprise, ça peut être aussi grâce à la vie associative. Alors, notamment. Justement, on va en parler puisqu'on va développer un petit peu ce matin le rôle du département en tant qu'acteur de la vie associative et partenaire privilégié des communes dans notamment les territoires ruraux. Donc ça correspond exactement à ce que vous vivez tous les jours. Département acteur de la vie associative. Alors on connaît bien sûr les subventions qui sont données aux associations à travers ce qu'on appelle le FDAL, le Fonds départemental d'action locale. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces subventions données aux associations de la plus petite à la plus grande, hein, voilà,
par le département pour soutenir, pour développer cette vie associative au sein de nos villages? Alors, je vais juste corriger l'acronyme, c'est Fonds pour le développement de l'animation locale. Voilà, donc ce qui veut effectivement bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que c'est une enveloppe par canton qui permet de dynamiser l'animation locale via les associations. Alors ça, c'est quelque chose qui existe depuis pas mal d'années, voire un peu plus, peut-être même quelques décennies. J'ai pas forcément cette antériorité-là, cette historique-là. Et on rappelle que ce n'est absolument pas une compétence obligatoire du département. Voilà, ça c'est quelque chose qui arrive de manière volontariste par la collectivité, ce qui montre bien pour les élus qui se sont succédés, les conseillers départementaux et généraux à l'époque qui se sont succédés, que la vie associative en milieu urbain, mais aussi en milieu rural, est très importante à soutenir. Et je pense qu'elle l'est d'autant plus en la période que nous connaissons, où on voit que la société est quand même un petit peu par moment, par endroit, par époque fracturée. On est dans une société qui est dure aujourd'hui, qui le devient de plus en plus, y compris dans les territoires ruraux, y compris dans les villages. Et on a un tissu qui a été maintenu et qui voire même se développe, c'est la vie associative. Et la vie associative qui a beaucoup souffert en plus avec la période du Covid. Alors le Covid effectivement a donné un coup dont personne n'avait besoin, et à la vie associative en particulier, mais d'une manière générale, je pense que il ne faut pas sous-estimer le rôle du tissu associatif, de la vie associative et des associations dans les communes, dans les villages, y compris dans les territoires ruraux. Je donne un exemple. J'ai réalisé il y a quelque temps qu'il y avait un secrétariat d'État à la vie associative qui est porté, entre autres, parce qu'il n'y a pas que la vie associative dans ce secrétariat d'État, mais qui est porté en ce moment dans le nouveau gouvernement par Marlène Schiappa. Et ce secrétariat d'État, il a toujours existé, en tout cas depuis pas mal d'années, voire pas mal de décennies, il existe. Et en fonction des gouvernements, le secrétariat d'État à la vie associative se retrouve soit sous tutelle du ministère de la jeunesse et des sports, soit le ministère des sports. Ça a dû arriver qu'il a été sous tutelle du ministère de la culture, voire même d'autres ministères. Et aujourd'hui, il est sous la tutelle de la première ministre en direct. Et on voit par ce ballottage, si je puis dire, de ministère en ministère, que la vie associative, à la fois, elle intéresse le gouvernement, les gouvernements d'ailleurs, quels qu'ils soient, mais qui savent pas trop quoi en faire. Ils savent pas trop où raccrocher la vie associative. Alors, au niveau du département, concrètement, comment se symbolise, se concrétise ce soutien du département aux associations? Alors, il y a deux niveaux. Il y a effectivement, il y a même trois niveaux, je dirais. Il y a effectivement le niveau financier, le soutien direct aux associations sur des projets, sur des événements, sur des animations. Il y a aussi... Donc par le vote de subventions. Exactement. Il y a aussi le soutien aux collectivités sur les infrastructures à destination unique ou partagée des associations. Donc ça, c'est pour les infrastructures, les bâtiments, les infrastructures sportives notamment. Par exemple, pour une maison des associations, pour une salle des fêtes qui peut servir ensuite aux associations. Exactement, infrastructures sportives, terrain de foot. Terrain de foot, oui, tout à fait, oui. Tout ce qui concerne le sport. Et puis, je pense qu'il y a un volet aussi sur lequel qu'il ne faut pas négliger. C'est le fait, pour des élus, quand ce soit des élus municipaux ou départementaux, de participer autant qu'on le peut à la vie des associations. C'est-à-dire être présent dans leurs moments forts, dans leurs temps forts, les assemblées générales, les manifestations, les événements uniques ou multiples qu'ils peuvent organiser pendant l'année. Et moi, je mets un point d'honneur à régulièrement et autant que je le peux à être présent dans les assemblées générales d'associations. Un élu de terrain au plus proche des associations. Leur donner du temps et leur montrer qu'on les soutient et que nous portons d'une certaine manière avec eux
les activités qu'ils proposent. Parce que aujourd'hui, comme hier, mais encore plus aujourd'hui, porter une association, être bénévole et dirigeant d'une association, c'est très difficile, ça demande du temps, de l'engagement, de la passion et de la patience. Et je pense qu'il y a je le constate au quotidien, il y a beaucoup d'associations qui tiennent par un petit nombre de bénévoles. Oui, bien sûr. Et ces bénévoles peuvent s'user, comme on dit, et au bout d'un certain temps, la fin d'une association, des fois, peut être proche. Et Elle dépend parfois d'une simple personne. Il suffit qu'une personne en ait un petit peu marre et la volonté de prendre un petit peu de repos, et l'association peut facilement tomber en sommeil, quoi. C'est effectivement souvent une poignée de personnes qui tiennent des associations à bout de bras, et c'est la raison pour laquelle, quand on peut montrer notre intérêt, notre soutien et notre confiance de manière à ce qu'il y ait des équipes plus jeunes qui prennent la relève, c'est quand même intéressant pour le territoire. Et donc le soutien financier à travers le VDAL, donc le Fonds pour le développement de l'animation locale, c'est quel montant à peu près ? Alors, les montants, ils ont évolué un petit peu ces dernières années. Là, en ce moment, nous sommes à 36 000 euros par canton, avec des enveloppes que l'on attribue par en fonction des demandes, en fonction des projets, en fonction des besoins. Voilà. Et ce qu'on peut dire d'ailleurs, c'est que effectivement, le Covid, comme on le disait, a été une période compliquée pour les associations, et en réalité, on pensait tous, d'ailleurs, au niveau du département, et y compris dans les territoires et dans ma commune, que la période Covid, c'est-à-dire la période la plus dure, les confinements, etc., 2020-2021, allait être la période la plus difficile, et qu'il fallait apporter un soutien supplémentaire aux associations pendant cette période-là, raison pour laquelle les enveloppes financières avaient été augmentées de 25% au niveau du département. Moi, à Yen, j'ai augmenté de 30% l'enveloppe. Et en fait, cette période 2020-2021, ça n'a pas été le moment le pire, ça a été après. C'est-à-dire, c'est en ce moment, c'est 2022. C'est-à-dire qu'il y a un effet négatif sur les finances des associations qui est à retardement. Donc la difficulté, elle n'est pas pendant le confinement, elle est arrivée après. Donc c'est maintenant justement où il faut être d'autant plus vigilant. Il y a besoin encore plus de soutien. Il faut les soutenir financièrement, mais aussi dans leurs actions du quotidien, parce qu'il y a par exemple des clubs des aînés ruraux très souvent qui n'ont pas encore retrouvé le nombre d'adhérents parce qu'il y a des habitudes qui ont été prises de manière différente. Alors ça, c'est changer les habitudes quand on a pris des habitudes différentes. C'est pas forcément très simple, surtout auprès de personnes âgées. Et puis il y a encore pour certaines et certains la peur du Covid, tout simplement. Donc il y a des associations qui aussi ont du mal à redémarrer à plein régime, parce qu'il y a moins d'adhérents, parce que il y a moins d'activités possibles. C'est le quart d'heure savoyard, qui dure plus qu'un quart d'heure, puisque c'est le quart d'heure savoyard. Donc il est 11h23, on est toujours en direct, on est avec François Marot, conseiller départemental du budget savoyard et maire de Yen. On va marquer une petite pause musicale, et puis on revient après pour parler encore d'autres projets d'autres actions du département, en faveur des territoires ruraux, en faveur de nos petites communes, on les appelle comme ça, de manière tout à fait affective. À tout de suite, ne partez pas, 92 points, radiograndlac.com, on arrive tout de suite. À Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Le quart d'heure savoyard, c'est sur Radio Grand Lac, en partenariat avec le département de la Savoie. Retour dans le quart d'heure savoyard, juste après, un tout petit problème technique, vous en serez aperçu, mais nous sommes toujours là. C'est François Marot a sorti sa trousse de secours et il nous a dépanné en peu de temps, simplement avec une fourchette et un couteau. Tout va bien, nous sommes là, c'est ça, les élus de terrain, il faut savoir tout faire. François Marot, on parlait juste avant des actions des départements en faveur des territoires ruraux, en faveur des associations. Je voudrais qu'on dise un mot sur le soutien apporté par le conseil départemental ou le département
aux petites communes, et notamment à travers ce qu'on appelait les CTS, et maintenant qui sont donc les contrats territoriaux Savoie, et maintenant qu'on appelle les contrats départementaux. Est-ce que vous pouvez nous en dire juste un petit mot? Alors effectivement, nous sommes à un changement entre deux dispositifs, l'un qui se termine et l'autre qui commence. Donc pour effectivement le développement des territoires, donc c'est un soutien du conseil départemental auprès des intercommunalités ou auprès des communes pour leur développement. Donc nous avions auparavant un dispositif qui s'appelait le contrat territorial Savoie. Voilà, les CTS, les fameux CTS. Et qui devient le contrat départemental. Donc ces enveloppes, elles restent bien sûr territorialisées, puisqu'il y en a une notamment sur Grand Lac, il y en a une sur l'avant-pays savoyard, en Tarentaise, etc. Et c'est bien à destination soit des intercommunalités, soit des communes, pour leurs projets de développement, notamment en termes de développement durable. Alors développement durable dans sa grande largeur, si je puis dire, mais aussi en termes de soutien pour des équipements en lien au service et équipements à la personne. On a notamment le développement social, le développement pour la santé, mais on a aussi le sport et la jeunesse, ce qui nous fait revenir effectivement aux infrastructures possibles des associations à destination directe ou indirecte des associations. Et ces projets-là, ils sont plutôt à destination, on va dire. Oui, quels sont les axes forts un peu de ces projets? Ou alors oui, alors c'est principalement de l'équipement ou de l'infrastructure, mais il faut que les projets aient un rayonnement intercommunal. Structurant, voilà, exactement. Et puis le deuxième dispositif, mais qui existe depuis pas mal de temps et qui va se poursuivre encore bien sûr, c'est le FDEC, le Fonds départemental pour l'équipement des communes. Et celui-ci, il est directement à destination des communes pour leurs infrastructures. Alors par exemple, ça peut être sur des bâtiments pour les services techniques, ou ça peut être pour la réfection de la mairie. Pour les routes. Pour les routes, il y a d'autres fonds qui peuvent être utilisés, mais celui-ci peut l'être aussi. Et pour les engins de déneigement aussi. Voilà, les engins de déneigement, absolument, ça rentre dans ce cadre-là. C'est soit des infrastructures, soit des outils qui sont d'importance suffisamment grande. Et donc, on vous rappelle encore que ce VDEC, là, dont vous venez de nous parler, le fonds départemental pour l'équipement des communes, ce n'est pas une compétence obligatoire du département. Voilà, absolument. Alors ça, c'est aussi une volonté qui a été réaffirmée depuis l'année dernière dans ce mandat départemental, que le conseil départemental puisse réserver 25% de son budget d'investissement au soutien au bloc communal. Donc le bloc communal, c'est les communes, les intercommunalités. Donc il y a un soutien de 25% sur le budget d'investissement, que ce soit un soutien financier direct par des subventions, ou que ce soit un soutien indirect par de l'ingénierie, par du conseil technique, puisque le département peut avoir des techniciens sur certains domaines qui mettent à disposition des collectivités, et notamment des petites collectivités qui n'ont pas forcément les services adéquats en leur sein. Et il y a aussi une agence qui s'appelle l'Agence alpine des territoires, dans le jargon on appelle AGAT, et qui est un cabinet public en réalité, un bureau d'études publiques, et qui travaille pour les collectivités sur bon nombre de domaines, le tourisme, les questions juridiques et financières, le développement des territoires. Et ça, c'est un soutien aussi, je dirais, indirect en termes d'ingénierie aux collectivités. Alors, vous êtes élu à Yenne, vous êtes maire de Yenne, vous êtes élu de la communauté de communes du canton de Yenne. Nous sommes à Grand Lac. Entre nous, il y a cette montagne du Chat, mais il y a aussi le tunnel qui nous relie. Alors, entre nous, je fais juste un petit préambule pour vous dire qu'entre Aix-les-Bains et Yenne, on a aussi un morceau d'histoire, un morceau de patrimoine commun, c'est le kiosque à musique exo-yennois que nous avons inauguré la réflexion complète il y a quelques temps. Donc on a un morceau d'histoire qui nous lie. Alors, et puis on a effectivement... expliquez-nous en deux mots cet élément du patrimoine. Alors, yenno-aixois.
Ou exo-yennois, c'est Exo-yennois. selon. Donc effectivement, c'est un kiosque à musique qui a été, il y a 60 ans de ça, qui a été déplacé d'Aix-les-Bains jusqu'à Yenne. D'ailleurs, on a quelques archives qui expliquent un petit peu. Et pourquoi ça? Alors, Aix-les-Bains, la ville d'Aix-les-Bains voulait s'en débarrasser pour des questions d'aménagement et plutôt que de le mettre à la ferraille, c'est Yenne qui s'est proposé pour le récupérer. Et il y a eu effectivement un démontage, un transfert et un remontage sur ce qui s'appelait autrefois le champ de foire, qui est resté encore pendant très longtemps le champ de foire, mais qui s'est appelé la place du kiosque et qui fait partie aussi, cette place du kiosque, des futurs aménagements des prochaines années. Alors, ok, merci de nous avoir parlé de ce kiosque, mais je voulais parler, moi, du tunnel du Chat. Bien sûr, ce tunnel que vous empruntez quasiment tous les jours, qui a été rénové par le département, un tunnel qui date de 1932, qu'il a fallu mettre aux normes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les travaux menés par le département? Donc là, un projet structurant comme le tunnel du Chat, une route qui relie quand même, une route structurante dans notre département, quoi. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que le tunnel du Chat, s'il n'y avait pas eu cette réfection, il y a quelques années, il aurait été fermé. C'est les nouvelles normes suite à la catastrophe du Mont Blanc, il y a un peu plus de 20 ans de ça. Et le service qui était demandé, qui était imposé, c'était d'avoir une galerie parallèle de sécurité. Donc, c'est ce qui a coûté le plus cher, puisque les travaux au total ont coûté 55 millions d'euros. Financé à 100%. À 100% par le département. C'est considérable. Donc, à l'époque, c'était une année de budget dédié aux routes. Donc, ça s'est étalé sur plusieurs années, mais c'est comme si on consacrait tout l'argent du département sur les routes, une année que sur le tunnel du Chat. Et donc, à travers cette galerie de sécurité, il y a eu tout de suite l'hypothèse, la volonté de créer un itinéraire cyclable, puisque la galerie de sécurité, on l'espère, ne servira jamais à des fins de sécurité et de secours, mais par contre, elle sert au quotidien aux vélos et aux piétons, alors plus aux vélos qu'aux piétons d'ailleurs. Et en fait, depuis qu'on a eu cette ouverture de galerie, on a une activité cyclotouristique, cyclable, qui a explosé sur le territoire du pays yennois, mais y compris jusqu'en Chautagne. Et la question se pose aujourd'hui sur les déplacements en vélo, et notamment avec l'arrivée des vélos à assistance électrique, des déplacements pendulaires entre le secteur de Yenne et Chambéry, Savoie-Technolac, à proximité notamment. On a effectivement de plus en plus de gens qui pratiquent pour aller, alors à la belle saison, principalement l'hiver, c'est un petit peu plus compliqué, mais qui se déplacent en vélo à assistance électrique. Raison pour laquelle le département, avec les collectivités et l'intercommunalité concernées, réfléchit, travaille au fait de pouvoir aménager une voie sécurisée pour les vélos, entre Yenne notamment et la galerie du tunnel du Chat. Le plan vélo, c'est quelque chose de très important pour le président Guémard et pour les élus du département, je crois. Et bon, vous qui êtes élu au tourisme, sur votre communauté de communes, vous attachez également une grande importance à l'usage du vélo, tourisme et autres. Alors, l'usage du vélo, d'un point de vue touristique, il se développe aussi de plus en plus. On a sur notre canton, d'ailleurs, la Via Rona, la véloroute du Léman à la Méditerranée, qui est de plus en plus connue, qui est de plus en plus utilisée, et notamment par les locaux, par les gens du territoire, qui profitent de ces itinéraires paisible, doux, pour pouvoir passer du temps en famille, en vélo, etc. Et puis, nous avons aussi bien sûr des paysages, un peu de relief, qui sont aussi attractifs pour les cyclotouristes. Alors, effectivement, tout le monde a en tête le Galibier, l'Iseran, mais nous avons aussi sur notre territoire des cols
Beaucoup plus bas, plus accessible, de moindre catégorie. Plus accessible, Sapnel, Clergeon, le Mont-Tournier, la Cruzille. La Chambotte, si vous la Chambotte, si vous le souhaitez. Je voulais vous laisser le dire, hein, Jean-Pierre. Et effectivement, ces cols qui, pour certains, ont une petite renommée tout de même. Le col du Chat, bien sûr. Attire le col et surtout le relais du Chat attire nombre de cyclotouristes. Et c'est vrai que le cyclotourisme et le slow-tourisme d'une manière générale, c'est quelque chose qui se développe et d'ailleurs qu'on souhaite développer en termes de collectivité sur notre territoire de l'Avant-Pays savoyard. Donc encore de gros projets à soutenir par le département pour ces territoires ruraux. Je crois que vous voulez encore ajouter quelque chose, François Moirou. Tout simplement sur effectivement l'aspect cyclable, ce qui est porté par le président Hervé Guémard et que nous travaillons dans chacun de nos cantons, c'est aussi un plan vélo lié au déplacement pendulaire. Donc je parlais tout à l'heure de l'exemple entre Yenne et la Galerie du Tunnel, Technolac, voire même Chambéry, mais l'objectif il est effectivement du mieux que nous le pouvons, le plus que nous le pourrons, que ça soit porté en maîtrise d'ouvrage propre par le département ou en soutien aux collectivités locales pour des voiries sur des réseaux locaux, d'avoir de plus en plus des réseaux bien distincts pour les cyclos, pour les vélos, pour se rendre au travail, pour les déplacements pendulaires. Ça, c'est quelque chose, effectivement, il y avait un temps qui n'existait pas. Oui. Et aujourd'hui, ça se développe et on souhaite non seulement l'accompagner, mais en être moteur. François Moirou, 11h40, on est toujours en direct. Le quart d'heure savoyard est plus long que prévu, comme à chaque émission avec le département de la Savoie en partenariat. Je voudrais qu'on conclue peut-être en parlant un peu des animations, des événements qui arrivent et qui vont être soutenus par le conseil départemental de la Savoie. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par exemple ? Alors, dans les événements culturels, notamment qui arrivent au niveau départemental, alors on va sortir un petit peu plus loin de notre canton et de notre territoire, mais nous avons un événement important et qui prend de l'importance d'année en année, c'est le Salon du Livre d'Hermillon, qui a lieu ce week-end notamment, qui est particulièrement reconnu et que le département soutient. C'est normal avec un président comme Hervé Guémard qui attache une très grande importance au livre et qui est lui-même écrivain, c'est normal que le département soutienne un salon du livre. Absolument. Et nous avons dans quelques semaines, dans 2 semaines maintenant, le Grand Bivouac à Albertville, qui est un festival de films d'aventure qui est de plus en plus connu au niveau local, national, voire au-delà. Et ce sont des événements qui sont à la fois Hermillon en Maurienne, l'autre en Tarentaise. Et puis nous avons aussi des événements culturels un petit peu tout au long de l'année dans chaque canton, portés très souvent par les associations d'ailleurs, et qui est soutenu par le VDAL dont nous parlions tout à l'heure. Et c'est quelque chose. Voilà. On disait que tout à l'heure que les habitudes de certaines personnes avec le Covid avaient changé. Oui, c'est effectivement. On voit que sur des événements, la fréquentation n'est pas encore revenue à l'époque avant Covid. Donc, moi, j'ai envie de dire à celles et ceux qui nous écoutent, quand il y a des événements notamment culturels, liés à la lecture ou autre, qui est porté dans les territoires à proximité de chez vous, effectivement, ne restez pas sur les habitudes liées au confinement et au Covid. Ressortez. Soutenez les associations et le spectacle vivant, quoi. Soutenez les événements, la culture, le spectacle vivant. Soutenez aussi d'une certaine manière celles et ceux qui se donnent, qui œuvrent pour la création de ces œuvres et de ces événements culturels. Et puis, je terminerai peut-être en faisant un petit clin d'œil au Salon du Chocolat qui a lieu ce week-end à Aix-les-Bains, cher Jean-Pierre. Voilà, et à titre personnel, sachez que j'y serai notamment pour quelques dégustations, quelques emplettes, et puis
puis pour vous souhaiter bonne chance pour cette édition 2022. Merci François Maroui, c'est le salon du chocolat et des gourmandises qui commence demain matin. Demain matin, on a les premiers exposants, on me dit qu'ils sont déjà là, qu'ils sont déjà prêts. Ils arrivent de Champagne, ils arrivent de Marseille, ils sont déjà tout prêts à investir la salle. Ça commence demain matin à 10h, demain de 10h à 20h et dimanche 10h, 19h. La 5e édition du salon du chocolat et des gourmandises au Casino d'Aix-les-Bains, organisée par votre radio de cœur, Radio Grand Lac, et venez. Ça va être exceptionnel, plus de 35 exposants. J'ai vu la salle, on a nos excellents bénévoles qui ont mis la salle hier soir en place et on les en remercie chaleureusement. C'est impressionnant quand ça va être tout plein. Je peux vous dire que ça va être merveilleux. François Moirot, avant de finir, comme on l'a dit tout à l'heure, on peut leur dire, vous avez 39 ans, vous êtes encore bien jeune. De moins en moins chaque jour, j'aime à le préciser. De moins en moins chaque jour. Vous êtes déjà maire. Vous êtes vice-président d'une comité de communes, vous êtes conseiller départemental. Est-ce que vous avez encore un petit peu de temps à vous? Et si oui, quelles sont vos passions? À quoi vous carburez pour avoir autant d'énergie, autant de satisfaction à mener tout ce que vous faites? Alors, moi, je carbure à deux choses. C'est entre autres, c'est le sport, c'est l'activité sportive. J'ai de moins en moins de temps pour cela, mais j'essaie de me tenir à continuer à pratiquer le footing, la course à pied, les trails notamment. Vous avez le temps de faire tout ça? J'en ai un petit peu moins qu'avant, donc je pratique un peu moins, mais toujours j'essaye au moins 1 ou 2 fois par semaine de pouvoir prendre les baskets et de pouvoir m'entretenir, et puis ça fait du bien. On voit d'autres paysages, on se vide la tête, on se vide l'esprit. Donc voilà, je m'astreins à avoir ces moments-là. Et puis je dirais que ce qui me nourrit aussi, ce qui me ressource d'une certaine manière, c'est la rencontre avec les gens. C'est pour ça que moi j'ai une appétence particulière pour les moments de la vie associative dont on parlait, les rencontres sur des événements, les assemblées générales. Alors il y a les choses très protocolaires, il y a les événements, et puis il y a le verre de l'amitié qui permet aussi de partager. Voilà, moi je me nourris aussi de ces rencontres, un élu de terrain, vraiment de terrain, de ces expériences diverses et variées sur des thèmes aussi divers qu'une collectivité peut rencontrer, qui fait que j'ai beaucoup de plaisir à le faire. Et pour certains, si c'est une charge, moi c'est un plaisir. Voilà. Merci beaucoup François Moirot. C'était donc le quart d'heure savoyard où on a parlé des actions du département en faveur de la vie associative dans nos communes, pas forcément en ville, mais voilà, dans nos communes, dans nos territoires ruraux, et puis également des actions du département pour nos petites communes, parce que ce n'est pas péjoratif de les appeler comme ça, au contraire, c'est avec beaucoup d'affection. C'était donc le quart d'heure savoyard avec François Moirot, conseiller départemental de la Savoie et maire de Yenne. On va laisser la place dans un petit quart d'heure à Maxime pour le flash d'infos local, national et la météo, et puis tout de suite après, c'est Jérôme Louveton, le grand Jérôme Louveton, qui arrive avec Vue Autrement, donc cette émission où on découvre des personnes autrement. Et aujourd'hui, ce sera Dominique Sabourdi, et ça tombe bien parce que il sera également présent demain au Salon du Chocolat des Gourmandises, demain et dimanche au Casino Grand Cercle. Merci beaucoup François Moirot, bonne continuation à vous. Merci à vous. À bientôt. Et bon week-end chocolaté. Merci beaucoup, au revoir.